plutôt devrais-je dire hello, les tapins? Car pour le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'un article paru dans The Spectator, journal britannique. Le sujet du jour, les tensions au sein de la communauté LGBTQA+. Putain, j'ai retenu toutes les lettres. Est-ce que les lesbiennes vont bientôt s'émanciper en claquant la porte? À vos papiers crayons, vous avez 45 minutes. Dans mon tout premier podcast, je vous disais que l'acceptation de l'homosexualité, c'est un phénomène qui se cantonne aux grandes corporations et à l'État. Je vous disais qu'on nous vendait cette adhésion. Ce constat n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'il sort de ma bouche. Ce n'est qu'une opinion que vous partagez ou non, et je n'ai pas vraiment d'autorité pour m'étaler sur le sujet, en étant hétérosexuel. Je vais mettre le doigt sur autre chose aujourd'hui. La communauté LGBT, est-ce que c'est la réalité des lesbiennes, gays, bi et trans? Ou alors, encore une fois, est-ce que c'est un idéal qu'on veut nous imposer? Appartenir à une communauté, c'est partager des valeurs. C'est être en cohésion avec ses différents membres. Mais y a-t-il des atomes crochus entre les lesbiennes et les trans? Le thème principal de cet article dont je vous parlais au début du podcast, c'est le litige. Des femmes qui aiment d'autres femmes et rejettent catégoriquement toute relation romantique ou sexuelle avec une personne dotée d'un pénis ou qui a été dotée d'un pénis précédemment. L'origine du conflit, c'est la présence démesurée de trans sur les applications de rencontres lesbiennes, par exemple. Des femmes qui recherchent exclusivement d'autres femmes se plaignent d'être confrontées à des hommes. Enfin, des hommes sur le plan biologique, qui s'identifient à des femmes. On va se pencher un peu sur l'article. On commence par nous dire qu'en cette période où on fait le deuil de la reine, on assiste aussi à un divorce. L'origine de cette rupture, c'est qu'en 2019, un groupe de gays, lesbiennes et bisexuels organise une association caritative qu'ils nomment LGB Alliance. Ce groupe a une particularité, il rejette la théorie du genre. Ce qui va peut-être lui faire perdre son statut d'association caritative, car ils sont attaqués en justice par un groupe pro-trans appelé les Mermaids. Les trans reprochent aux lesbiennes de ne pas les accepter dans la communauté LGBT, et les lesbiennes rejettent l'idée que des trans sont des femmes. Les lesbiennes se plaignent de la présence de nombreux prédateurs sexuels se faisant passer pour des femmes sur des sites de rencontres. Ce que je retiens de tout ça, c'est que LGBT n'aura duré que quelques années. C'est ce qui se passe lorsqu'on essaie de mélanger les torchons et les serviettes. Chaque individu est différent. La sexualité est une pratique privée et n'a rien à faire en politique. Être une femme lesbienne ou une femme trans sont deux choses strictement différentes. Pire encore, quelle est la pertinence de ces débats dans une période de tension historique entre la Chine et les États-Unis, de guerre réelle entre la Russie et l'Ukraine, d'inflation à l'international avec des prix qui explosent et des salaires qui stagnent? Quel est le point commun entre une lesbienne chef d'entreprise et une autre qui sert des frites au McDo, sur le plan social? Zéro. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'attirance des uns envers les autres? Être libre, ce n'est plus suffisant? Il faut se conformer à une bien-pensance, en fait. Si vous me questionnez sur le droit des gays, des lesbiennes, des trans, ou de n'importe quelle personne qui a une attirance autre qu'hétérosexuelle, ma réponse est simple. Je m'en bats les couilles. C'est pas la liberté de faire ce que tu veux avec tes organes reproductifs qui régule la lutte des classes. Le vrai rapport dominant-dominé, le riche et le pauvre. La distribution équitable des richesses et des ressources. Tout le reste, c'est du privé. C'est de la gnognotte. Maintenant, si vous me questionnez spécifiquement sur les trans, quelle crédibilité j'aurais à vous répondre? J'en sais rien, moi, de ce qu'on ressent quand on fait de la dysphorie de genre. On s'est tous, un jour, pas senti à sa place.
C'était désagréable, non? Dans un anniversaire, une soirée, une réunion. Alors imaginez-vous ce que peut ressentir un trans qui ne se sent pas à sa place dans son propre corps. Tu fais quoi, Abraham? Je me fais un petit pain beurre. À cette heure-ci? Et alors, t'es médecin? D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça président? De quoi, le beurre? Ouais, Bah non, je sais pas pourquoi. on s'en tartine. Comment ça, on s'en tartine? Ah ouais, on s'en tartine. Mais pourquoi tu me poses la question si on s'en tartine? Mais t'es con? On s'en tartine. Non mais t'es un ouf, c'est une blague ou quoi? Mais ouais, le beurre président. On s'en tartine. Ah Putain, t'étais en train de me faire monter en pression là. Allez, on reprend le podcast. J'avais une vision assez étriquée de la question de la transidentité avant de regarder Sacha sur Netflix. J'avais pas de sensibilité particulière pour les trans avant de voir un enfant pleurer pour ce sujet. J'avais 2 biais avant de regarder Sacha, je les ai toujours mais ils sont plus mitigés. Le premier, c'est que les trans sont des victimes collatérales de l'homophobie. J'ai vraiment le sentiment que si un garçon souffre de la dysphorie de genre, mais autorisé à vivre librement sa féminité, à s'habiller comme il le veut, parler avec sa vraie voix, jouer à ce qui l'intéresse, je pense que si toutes ces conditions sont réunies et qu'il est accepté de ses proches et de la société, il deviendra sûrement un homme gay. On peut faire un parallèle intéressant avec l'Iran, où il y a beaucoup de trans, car le pays ne reconnaît que l'hétérosexualité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la transidentité est désormais acceptée en Iran. Mon deuxième biais, c'est que je suis catégoriquement opposé à ce qu'on fasse prendre des hormones à des enfants, à ce qu'on autorise un adolescent à faire de la chirurgie, et à ce qu'on promeuve ces 2 choses dans les médias et la culture. Le consentement avant l'âge de 25 ans, pour moi, c'est une chimère. La science dit clairement que notre cerveau est, entre guillemets, terminé autour de l'âge de 25 ans. Prendre une décision irréversible telle que la vaginoplastie, la phalloplastie ou la prise d'hormones avant d'être en pleine possession de ses capacités cognitives, mauvaise idée. Mon argument principal là-dessus, ce sera les témoignages des détransitionneurs, de nombreuses et nombreux individus qui regrettent leur transition à l'âge adulte, ou même avant. Et ces regrets ne sont pas uniquement philosophiques, malheureusement. On a pas mal de témoignages assez flippants de jeunes filles qui ont voulu devenir des jeunes garçons, et qui souffrent du contre-coup de la chirurgie, et aussi dans le sens inverse, pour des jeunes garçons qui ont voulu devenir des jeunes filles. La mastectomie, la vaginoplastie, la phalloplastie, la prise de testostérone ou de bloqueurs d'hormones, ces choses ne devraient même pas effleurer l'esprit d'un enfant ou d'un adolescent. Certains pensent aussi que l'éthique voudrait qu'on refuse aussi la chirurgie aux adultes. Je sais pas trop quoi en penser. Si on a le droit d'avoir des plus gros seins, pourquoi on pourrait pas se faire une phalloplastie? Eh bien, allez dire ça à Scott Nugent. Je pense que je ferai un épisode sur le cas Nugent. Ou alors je vous parlerai de lui et de quelques autres détransitionneurs. J'ai abordé ce terme un petit peu plus tôt sans trop l'expliquer, mais oui, ça existe. Des personnes qui changent de sexe et décident de faire un reformatage. Alors, il y a une chose assez dérangeante, c'est que lorsqu'on aborde ce sujet avec des activistes de la transidentité, le contre-argument, c'est toujours « Mais non, tu sais, les détransitionneurs, ça représente qu'une infime minorité chez les trans. » Ouais. Moi, j'aurais 2 choses à répondre à ça. Premièrement, sur quels chiffres se base-t-on? Est-ce que des personnes qui se sont construit une nouvelle identité, qui ont vendu un idéal à leurs proches, qui se sont endettés pour changer de sexe, qui ont été reniés par leurs proches dans la majorité des cas, ces personnes, est-ce qu'elles ont le courage de se faire entendre? De dire je me suis trompé? Mais encore, vous dites que les détransitionneurs sont une minorité parmi les trans. Depuis quand ignore-t-on les minorités? Est-ce que c'est pas là le fondement même du mouvement LGBT?
protéger des minorités? J'espère que vous avez appris des trucs intéressants aujourd'hui. En tout cas, j'ai bien réfléchi et moi aussi je veux changer de sexe. À ton âge? Ah ouais, t'as peut-être raison. Allez, à bientôt les taupins.